Nous allons maintenant écouter le professeur Patrick Boucheron, que je ne présenterai pas en ces murs, bien sûr, et qui va nous parler de, alors je n'ai plus le titre exact en tête, mais de la notion de précurseur en histoire des idées, prophètes et précurseurs, l'histoire des idées au défi des avant-gardes, et je lui laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous, et merci aussi par avance pour votre indulgence, parce que vous allez voir que en matière d'érudition, vous allez tomber de haut. Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. C'est ainsi que l'on peut traduire l'hexamètre dactylique qu'une tradition récente attribue, mais à tort, à Virgile, et qui, dans sa forme incomplète, se vrille comme un palindrome, c'est-à-dire une formule qu'on peut lire à l'endroit et à l'envers, in girum imus nocte et consumimur igni. Quelle est cette forme papillonnante du savoir? C'est celle des phalènes qui surgissent de l'obscur, qui s'approchent de la chandelle et qui s'y consument brutalement. Il n'y reste plus alors qu'un petit tas de cendres. On se dit, à le voir, à les voir, tiens, elles brûlaient d'existence, elles brûlaient d'apparaître. Les phalènes peuvent donc emblématiser la frêle et brève lueur des avant-gardes, et c'est pourquoi Guy Debord donne ce titre tourbillonnant du palindrome, réversible donc, à l'un de ses films qui, en 1978, In Girum, etc., pose la question des avant-gardes. Et on y entend ceci qui pourrait effectivement ouvrir notre réflexion. Les avant-gardes n'ont qu'un temps, et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c'est, au plein sens du terme, d'avoir fait leur temps. Faire son temps, voici défini au fond le rêve prophétique, puisque le but de la prophétie est moins d'avoir raison sur le futur que d'opérer sur le présent, mais d'y opérer fugitivement, brûlant d'apparaître comme une phalène en éclairant l'avenir. Or, comment en histoire des idées qualifier, par exemple, l'international socialiste, l'international situationniste, de Guy Debord? On dira qu'il s'agit d'un mouvement post-surréaliste, qu'il vient après le lettrisme, et on le placera ainsi sagement sur la flèche du temps. On va faire son historien, je dirais, c'est-à-dire qu'on va appeler mouvement, dans une tradition littéraire, quelque chose qu'on va expliquer par un moteur qui lui est logiquement antérieur et non pas ce que, ultérieurement, le mouvement va animer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est impossible de lire La Société du spectacle en oubliant que ce livre paraît en 1967, et par conséquent, impossible de sauter du crâne le fait qu'il prophétise 1968. Impossible au fond parce que Guy Debord, on le sait bien, lorsqu'on le lit aujourd'hui, décrit, lorsqu'il le fait dans La Société du spectacle, l'excitation fervente par laquelle le fétichisme de la marchandise se fait acclamer, au fond, il dresse un portrait collectif qui ressemble davantage à ce que nous vivons aujourd'hui qu'à ce qu'il vivait, lui, jadis. Et donc, comment rendre compte en historien de cette discordance dans l'ordre du temps? Que faire des avant-gardes? Que faire des éclaireurs? Que faire des avant-courriers, puisque tel est le sens du verbe latin « courir en avant précurseur ». Sans eux, pas d'idée, mais avec eux, pas d'histoire. En tout cas, pas d'histoire dans sa forme linéaire. Le paradoxe est bien connu et, au fond, adresse un défi à tout historien des idées. On ne peut ici que renvoyer, évidemment, à la très célèbre réflexion et très classique de Georges Canguilhem, que je cite ici. « À la rigueur, s'il existait des précurseurs, l'histoire des sciences perdrait tout sens au sens propre, puisque la science elle-même n'aurait de dimension historique qu'en apparence. Les historiens des idées doivent donc trouver les moyens de dire et de ne pas dire qu'il y a des précurseurs. Et ils en tirent généralement par des formules, des périphrases contournées sur le mode tel ou tel semble annoncer, manière de suggérer donc sans s'engager. On a là une des modalités de cette facilité qui consiste à dire, lorsque le récit historique perd sa consistance causale ou ses appuis logiques, tout se passe comme si. Outre le fait que cet usage est quand même toujours problématique en histoire, tout se passe comme si, puisqu'il met sur le même plan ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé mais aurait pu se passer, donc il virtualise l'histoire.
Cet usage est particulièrement problématique lorsqu'il s'agit d'histoire des idées, justement. Dans L'avenir d'une illusion, Freud dénonçait ce qu'il appelait la philosophie du comme si, qui consiste en l'acceptation sans croyance, je le cite, de toutes sortes d'hypothèses dont l'absence de fondement, voire l'absurdité, nous apparaît clairement. On les appelle fictions, mais en vertu de nombreuses raisons pratiques, nous devons nous comporter comme si nous croyions à ces fictions. Et on sait aussi, depuis que, évidemment, les anthropologues nous le disent, combien nous sommes fréquemment dirigés par des pratiques sans croyance. Donc, au fond, comment faire des idées une histoire qui ne convient pas à l'idée qu'on se fait de l'histoire? Celle-ci, au-delà de l'embarrassante question des précurseurs, se heurte effectivement à l'impossibilité logique d'une théorie des anticipations. Puisque, évidemment, on est habitué, et on l'a encore entendu tout à l'heure, à considérer le temps comme dans son cours, tantôt impétueux, tantôt s'arrêtant dans des îlots d'immobilité, avec des emballements et avec des retardements. On a toute une théorie historique des emballements du temps, du contretemps de l'événement, de même effectivement que de sa mise à l'arrêt. Notre bibliothèque s'alourdit chaque année de nouvelles réflexions sur la rémanence, sur les réminiscences. Nous sommes incollables sur le passé dans le présent, mais que savons-nous des bribes de futur dans le présent? Or, Koselleck écrivait dans les premières pages le futur passé, il y a dans chaque présent les dimensions temporelles du passé et du futur mises en relation. Alors, je n'ai évidemment pas les moyens d'affronter cette question du point de vue philosophique. Aussi, je me contenterai de l'aborder de manière suggestive ou pragmatique, et ce en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, je décrirai simplement l'embarras dans laquelle les disciplines connexes à l'histoire des idées, je prendrai tour à tour histoire intellectuelle, histoire littéraire, histoire de l'art, expriment effectivement leur inquiétude face à la possibilité qu'il y ait des précurseurs. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, j'explorerai une voie de résolution de cette contradiction à travers la notion de potentialité ou de virtualité, en prenant essentiellement mes exemples dans le champ de la philosophie scolastique médiévale, ce qui me permettra, si j'ai le temps, dans un troisième et dernier moment, d'évoquer ce que pourrait être le portrait historique d'un siècle, le 15e, comme temps des prophéties. Donc, commençons rapidement par un tableau des disciplines confrontées à la question gênante des précurseurs, l'histoire des idées. Bon, je prends par exemple comme marqueur ou symptôme le numéro que les Annales ont consacré en 2009 au rapport entre histoire et philosophie. On voit d'ailleurs que l'histoire des idées n'y existe pas séparée de son préfixe un petit peu infamant, la vieille histoire des idées ou la traditionnelle histoire des idées, l'ancienne histoire des idées, qui pourrait être lavée de sa matrice originelle, donc vraisemblablement l'idéalisme, doit être soumise à une cure de rajeunissement. Alors effectivement, du point de vue international, il y en a 2. Il y a l'histoire des contextes, l'école de Cambridge, il y a l'histoire des concepts, Koselleck, et la tradition française oppose généralement l'histoire culturelle des pratiques intellectuelles. Je ferai remarquer d'ailleurs qu'elle trouve sans doute son origine ici même avec un article de Daniel Roche qui est paru en 1982 qui s'appelle « Le travail intellectuel » et que cette notion de travail, elle est importante aujourd'hui. Je songe à un autre numéro de revue dirigé par Sylvain Piron et Étienne Hanheim sur le travail intellectuel, justement, dans la revue de synthèse. Tout cela, dès lors que c'est ressaisi par une sociologie pragmatique, débouche notamment chez Stéphane Van Damme, je pense à sa biographie de Descartes, mais aussi surtout à ses études sur l'histoire pragmatique de la philosophie des Lumières, paru sous le titre « À toute voile vers la vérité », à une attention accrue portée aux lieux, aux procédures, aux instruments de la pratique intellectuelle et à toutes les formes institutionnelles, biographiques également, textuelles, évidemment, de production et de reconnaissance de la grandeur philosophique. Or, il me semble que ce tournant pragmatique permet de désenchanter les récits glorieux des devanciers et des avant-courriers, en réorientant les chaînes d'explication causale du récit historique vers leur pente naturelle, qui est évidemment généalogique. Je me contenterai d'un seul exemple
en m'inspirant des hantises de l'actualité. De toutes parts, on célèbre aujourd'hui en Spinoza le prophète subversif d'une forme de radicalisme démocratique. Alors ça prend des formes contradictoires et variées, qui renvoient d'ailleurs moins à la disponibilité conceptuelle de la pensée spinoziste elle-même qu'à l'arrogance du présent, à s'en saisir, je dirais, sans manière. De là, par réaction d'ailleurs, la tentation de certains d'éloigner Spinoza dans un retrait cryptique, de le chiffrer, en somme, comme a fait Jean-Claude Milner dans Le sage trompeur. Bon, il est vrai que l'usage prophétique du spinozisme semble aujourd'hui totalement débridé et hors de tout contrôle érudit, tel que l'histoire des idées pourrait, à juste titre, le prôner. On y trouve, pour s'en tenir à ce qui bat l'estrade aujourd'hui le plus ostensiblement, la lecture néo-deleuzienne de la cinétique des corps et des désirs, donc voilà, Spinoza comme prophète de la philosophie des affects, mais d'autres en font évidemment le théoricien de la puissance politique de la multitude opposée à la souveraineté populaire manipulée par la théorie contractualiste. Tout cela, dirait-on, n'est rien d'autre que le jeu ordinaire des actualisations et des réinterprétations. Mais je veux m'arrêter ici plus sérieusement peut-être sur une tentative historiciste, en apparence, qui est celle du livre de Jonathan Israel sur le spinozisme des Lumières européennes, paru en 2001 et traduit en français en 2005 sous le titre « Lumière radicale ». C'est un livre engagé, c'est un livre emporté, c'est un livre qui tente aussi de sauver l'idée de l'émancipation critique des Lumières, et en cela, c'est un livre qui partage la même intention, au fond, que les philosophies contemporaines précédemment évoquées, mais il s'agit pour Israël d'écrire une histoire des idées à rebours, en mettant l'accent sur le rôle précurseur de la philosophie radicale hollandaise, donc il opère un double déplacement. Voilà, ça commence plus tôt et ça commence ailleurs, ce qui est déjà en soi intéressant du point de vue de l'histoire des idées. Or, je voudrais m'arrêter sur ce que Antoine Lilti a proposé comme critique, qui me semble intéressante pour nous, de cette démarche, parce qu'elle engage la notion de précurseur davantage que le fantasme du prophète. Comment l'établir? Voilà, pour déterminer cette influence souterraine d'un spinozisme qui vient nourrir la radicalité de Lumière, donc sauvée par leur émancipation critique, eh bien, Israël va traquer le spinozisme partout. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il va produire le même geste que le censeur. Il va aller lire entre les lignes, et d'un corpus qui est lissé, d'ailleurs, parce qu'il ne va pas avoir beaucoup d'égards envers ce qui intéresse toujours le médiéviste, c'est-à-dire les conditions réelles de diffusion des textes, de production, de transmission. Un petit peu comme Quentin Skinner dans les fondements de la raison politique, qui, avant la litanie des grands noms, crée une sorte de nappe discursive un peu vague avec l'Ars Dictaminis, où on a à la fois Gilles de Rome, best-seller quand même de la philosophie médiévale, et puis des textes qui n'existent qu'à un exemplaire, dont on n'est même pas sûr, au fond, qu'ils aient été lus par quelqu'un, mais qui forment une archive, je dirais. Au fond, ce qui est à l'œuvre, donc, ce n'est pas l'influence réelle ou supposée du spinozisme sur les Lumières, c'est une invention. L'invention d'une tradition spinoziste au XVIIIe siècle, qui existe assurément, mais que le chercheur décide d'aller chercher entre les lignes, alerté par quelque chose qu'il décrit lui-même par avance comme sa propre passion politique. Et de ce point de vue-là, c'est parfaitement légitime. Il veut y aller voir pour radicaliser les Lumières. Et Spinoza, comme précurseur, apparaît donc, pas du tout parce que tel ou tel l'évoque, mais à travers tel ou tel des philosophes des Lumières, mais à travers l'acte interprétatif du chercheur qui décide de lire ces textes comme spinozistes. Voilà. Et ça, c'est la critique, à mon avis, assez forte de Lilti au livre d'Israël. Donc, parce qu'au fond, c'est l'invention d'une invention. Et on est proche, ici, du jeu littéraire proposé par Pierre Bayard dans Le plagiat par anticipation, qui reprend la fiction théorique oulipienne. Vous savez, c'est bien connu, prenons
Le passage de « fort comme la mort » de Maupassant, on y lit par exemple ceci, que de fois une robe de femme lui avait jeté au passage avec le souffle évaporé d'une essence tout un rappel d'événements effacés. Et une fois établi le fait que Proust ne lisait pas beaucoup Maupassant, on se dit, mais alors qui lit qui? Et d'où évidemment là l'hypothèse borgésienne d'un plagiat par anticipation. Vous savez, c'est le Borgès de Kafka et ses prédécesseurs qui montre que c'est à l'écrivain d'inventer ses devanciers. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne lit pas ici un texte de Maupassant, mais on lit un texte de Maupassant qui peut être lu par des lecteurs d'aujourd'hui qui ont lu Proust, ou qui n'en l'ont pas lu, mais qui en ont entendu parler, et donc qui, dès lors, créent une forme de coprésence entre Proust et Maupassant. Et si on peut dire ça, c'est qu'il y a une histoire des idées, elle-même majestueusement disposée comme une litanie de noms propres, le fait que Proust est passé par là. Donc, tout ça pour dire que une connaissance par ouï-dire suffirait ici à faire exister Proust comme le précurseur paradoxal de celui qu'il prophétise, Maupassant. Donc, au-delà du syllogisme et du comique de la dénonciation par l'absurde, le plagiaire par anticipation n'est rien d'autre qu'un précurseur. Mais on voit bien que la fiction théorique de Bayard est moins subversive qu'il n'y paraît, parce qu'elle rétablit la gloire des postérités littéraires, parce qu'elle restaure leur grandeur, parce qu'elle s'accommode fort bien au fond d'une histoire ordonnée en lignée et en célébrité, et parce qu'elle suppose simplement, oui, la coprésence des textes dans cette contemporanéité que Judith Schlanger appelle la mémoire des œuvres, et qui est plus radicalement, je crois, Judith Schlanger, qui, elle, attaque plus radicalement la chronologie de l'histoire littéraire. Chez Malraux, déjà, comme l'a récemment montré un article de Joël Leur, intitulé « Pour une histoire littéraire au rebours », qui est paru en 2010 dans Poétique, ce ne sont pas les ancêtres qui engendrent leurs héritiers, mais ces derniers qui ressuscitent leurs prédécesseurs. D'où la nécessité d'instituer des généalogies à rebours. Ainsi lit-on dans Les Voix du silence, la biographie d'un artiste, c'est sa biographie d'artiste, sa capacité transformatrice. Et on retrouve d'ailleurs, me semble-t-il, l'histoire de l'art, car c'est au fond, ici, sans doute, dans l'histoire de l'art, qu'on a été le plus loin dans la théorie des prophéties, qui déjoue la linéarité chronologique d'une histoire toujours scolairement orientée. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi que Walter Benjamin définissait la possibilité même d'une histoire de l'art, une histoire des prophéties. Une histoire, je le cite, une histoire des prophéties. Le propre de l'image est de rendre visible l'espace sombre de l'avenir qui en elle fermente. C'est-à-dire, là encore, sa capacité à transformer le monde. Et on retrouve d'ailleurs le travail ici de Georges Didier Huberman, s'interrogeant sur les ressemblances déplacées entre Fra Angelico et l'art américain contemporain, et proposant de considérer l'artiste à la fois comme un acteur du passé et du plus que passé en tant que manipulant un temps qui n'était déjà pas le sien, mais évidemment dans son activité de transformation. Et on sait combien la pensée d'Abi Warburg sur le Narrleben est ici essentielle à l'auteur de l'image fantôme, à qui j'empruntais tout à l'heure la rêverie sur les phalènes. Et l'on sait aussi qu'il reproche à Erwin Panofsky, notamment dans Devant le temps, d'avoir sur ce point aplati et banalisé la philosophie du temps warburgienne. En réalité, je pense qu'on pourrait ici défendre Panofsky en précisant qu'il l'a rétabli, en effet, mais qu'il l'a rétabli dans sa dimension généalogique, c'est-à-dire toujours à rebours du sens commun. Que l'on songe par exemple à ce grand livre traduit sous le titre « La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident ». Le déroulé chronologique même du livre indique, et très net, la Renaissance est première, celle du XVe siècle. Sans elle, les renaissances qui la précèdent ne sont ni possibles ni pensables. Et d'ailleurs, le mathématicien Antonio Manetti, au passage le premier biographe d'artiste en Occident, Filippo Brunelleschi, lorsqu'il écrit donc la vie de Brunelleschi,
il vante son héros d'avoir renouvelé et ramené à la lumière ce style de construction qu'on appelait romain et classique. Brunelleschi est donc le premier à bâtir à l'Antica. Avant lui, les édifices étaient allemands et sont appelés modernes. Donc, sous la plume de Manetti, Brunelleschi est donc un précurseur parce qu'il fait passer l'architecture de l'âge moderne à l'âge antique. Or, Manetti a l'intuition de la rénovation carolingienne. C'est le premier qui a l'intuition de la rénovation carolingienne et qui, pour des raisons d'ailleurs, qui sont des raisons codicologiques, parce qu'il comprend ce qu'il a sous les yeux, au fond, en guise de texte antique, ils ont quand même été massivement recopiés à l'époque carolingienne. Et donc, il projette donc le premier, les Renaissances en arrière. Les précurseurs, donc, où comment s'en débarrasser? Si cette question de l'antécédence met l'histoire des idées au défi des avant-gardes, c'est aussi parce qu'elle trahit son ambition secrète. Je vais aller beaucoup plus vite, non, c'est la deuxième partie, mais ça va filer, je vous assure. Celle de se situer, l'ambition secrète de cette histoire des antécédents, en avant de l'histoire sociale, comme son avant-courrier, réalisant ainsi le rêve, pour le coup idéaliste, d'une invention par avance, chez quelques génies solitaires, du monde qui vient. Il n'est pas besoin, je pense, d'insister trop lourdement sur le fait qu'il y a toujours une part d'autobiographie voilée chez les historiens des idées qui conduisent eux-mêmes une telle démarche, sous la tonalité triomphale du glorieux devancier, ou plus souvent et plus sincèrement, la teinte mélancolique du sombre précurseur. Le temps me manque pour développer ce point. Je me contenterai d'un seul exemple qui me semble particulièrement fécond et remarquable, qui concerne le travail d'Alain Bourreau sur l'histoire de la philosophie scolastique. Dans, par exemple, La religion de l'État, la construction de la République étatique dans le discours théologique de l'Occident médiéval, Bourreau se fait historien de la mise en réserve d'un concept de république étatique élaboré par la raison scolastique, mais qui ne trouvera son actualisation historique que bien plus tard. Sans doute y a-t-il ici une philosophie de l'histoire implicite, où il faut que les phénomènes soient initialement inventés, puis mis en réserve, virtualisés, en somme, avant de se réaliser socialement. Sans doute y a-t-il une philosophie de l'histoire implicite qui cherche toujours à établir un effet différé des idées sur la société, donc qui cherche toujours une période de latence. Pour l'explorer sérieusement, il faudrait évidemment reconstituer sa généalogie historienne, Kantorowicz, essentiellement, mais aussi son empreinte psychanalytique, évidemment. En tout cas, si l'histoire des idées précède l'histoire tout court, alors elle produit une virtualisation du devenir historique, comme si le développement aggravé de la philosophie du comme-si, d'une certaine manière, produisait là ses effets. Prenons le cas, par exemple, là encore avec Bourreau, de l'histoire de la chasse aux sorcières. Bon, jusque-là, les médiévistes pensaient qu'ils étaient à l'abri de ces grands débats des années 70, Mandrou, etc., puis Carlo Ginzburg. Manque de bol, en fait, on sait aujourd'hui que la chasse aux sorcières, la persécution systématique, en tout cas, commence véritablement dans les années 1430, en Dauphiné, en Valais et dans les vallées alpines. Or, dans un livre paru en 2004 sous le titre « Satan hérétique, histoire de la démonologie », Alain Bourreau propose de reculer encore la date de la genèse de l'obsession démoniaque, qu'il situe au cœur de la scolastique médiévale, et donc au moment de sa plus forte créativité, je sais bien, Alain, dans les années 1280-1320. Bon. C'est-à-dire, c'est le moment où on sort, et on peut le dater, il y a un texte, il est de 1320, il est de Jean 22, où on peut dater le moment où jusque-là, ceux qui croyaient au sort, ceux qui croyaient à la possession démoniaque, ceux qui croyaient à la magie noire n'étaient rien d'autre que des faibles d'esprit trompés par des imposteurs ou éventuellement une illusion diabolique, en aucune manière des hérétiques. Or là, ils versent dans l'hérésie. Et donc, il y a une invention, au fond, de la démonologie par
la scolastique pour toute une série de raisons, mais qui reste en suspens, qui reste en réserve. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez intriguant, parce qu'on sait bien par ailleurs que si tout est là, si tout est prêt, y compris du point de vue judiciaire, du point de vue théologique, c'est-à-dire le crime d'hérésie est constitué, mais il y a, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, un retard à l'allumage de la chasse aux sorcières. Ça arrive que bien plus tard. Et cette période de latence, elle est intéressante parce qu'il me semble que l'histoire des idées ne peut se contenter de demeurer une histoire prophétique. Elle doit aussi s'emparer de cette question de la latence. Elle doit élargir son questionnaire à la compréhension des effets différés des objets qu'elle étudie. Tel est, je crois, le souci de certains historiens de la scolastique qui adoptent là encore une posture pragmatique, mais aussi, car ce n'est pas la discipline qui est en jeu ici, de philosophes. Je pense par exemple au travail de Christophe Grelard dans ses recherches sur les origines médiévales du scepticisme. Et sa méthode, Christophe Grelard, engage une relecture du grand livre de Lucien Febvre, La religion de Rabelais, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, dont il prend finalement au sérieux la proposition méthodologique, puisque aujourd'hui, finalement, le problème, c'est que, évidemment, outillage mental, on n'y croit pas trop, enfin, ce à quoi on ne croit pas essentiellement plus, parce que c'est trop vague, c'est à l'histoire des mentalités, mais donc, du coup, on ne prend plus au sérieux ce livre, qui est quand même un livre qui pose le problème du précurseur, et qui permet justement de le déplacer. Pourquoi ? Prenons le cas de Bonaventure des Perriers, dont Lucien Febvre concède qu'il pourrait jouer le rôle d'un précurseur de l'incroyance en plein XVIe siècle. L'historien envisage cette possibilité parce que, contrairement à une idée reçue, fondée sur une lecture hâtive du livre, Lucien Febvre ne nie nullement la possibilité qu'un individu, quelque part, puisse créer du sens. Simplement, il faut pour lui que cette liberté s'exerce sur un matériau disponible. Or là, ça marche parce qu'en l'occurrence, Bonaventure s'appuie sur Origène, donc redécouvre peu à peu la possibilité d'exploiter les arguments antichrétiens de Cels pour élaborer des positions théoriques nouvelles qui relèvent de l'incroyance. Et Christophe Grelard montre donc, en commentant Lucien Febvre, que le problème du précurseur n'est pas tant celui d'un individu d'exception projeté hors de son siècle, que le problème du matériau intellectuel disponible et donc de la capacité à l'utiliser de façon nouvelle et donc à être reprise ensuite de manière féconde par la suite. Donc chercher les précurseurs médiévaux de l'incroyance, c'est identifier ceux qui ont élaboré les concepts rendant possible une théorie de l'incroyance. Voilà, exprimé par un philosophe, un programme d'histoire sociale des idées qui passe par des enquêtes pragmatiques sur les conditions matérielles de leur réappropriation. C'est un petit peu comme Carlo Ginzburg et le fromage et les vers. Le fromage et les vers, c'est le roman d'un lecteur, fondamentalement, et de ce qui est mis à disposition. Mais on pourrait citer bien d'autres exemples. Je pense notamment aux analyses de Jean-Pierre Cavaillé sur les libertins, sur tous ceux qu'il appelle les déniaisés, sur qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de ce mémoire que le curé d'Étrépigny, Jean Mélier, en plein règne de Louis XIV et d'un athéisme chevronné, publie ce que Cavaillé appelle la bombe à retardement. Il serait absurde d'en faire l'inventeur héroïque de l'athéisme. Il n'y a pas de prophète de l'incroyance. Mais en revanche, on peut tenter une histoire non prophétique de la prophétie, qui vise ce qui rend possible et plus tard pensable bien plus tard, le fait qu'il y ait des précurseurs, sans pour autant faire de l'historien des idées le précurseur de l'histoire sociale. C'est la troisième, j'ai encore 5 minutes, 10 minutes, alors bon. C'est le troisième point rapide sur ces enquêtes. Alors, vous avez reconnu effectivement ici l'enquête sur les conditions de possibilité qui permet de réaliser effectivement le programme foucaldien
de l'archéologie du savoir, entre cette opposition entre deux valeurs qui sont celles de l'histoire des idées, l'invention, et l'historien alors décrit une succession d'événements de pensée, ou au contraire la tradition, et à ce moment-là il a des énoncés qui doivent être traités par masse et selon ce qu'ils ont de commun. Ce qu'il faut évidemment, dit Foucault, c'est rompre cette dichotomie et concevoir, je le cite, le champ des énoncés n'est pas un ensemble de plages inertes scandées par des moments féconds, c'est un domaine qui est de bout en bout actif. Et évidemment, pour saisir un contexte intellectuel, un moment, par exemple, qu'est-ce que le XVe siècle du point de vue de l'histoire des idées, il faudrait le penser comme un champ de bout en bout actif, et pas simplement une morne plaine saisie ou fulgure comme ça un moment de novation. Et pour ça, il faut se défaire de la grande intrigue de l'humanisme, et c'est difficile. Et le fait que ça soit difficile, il suffit pour se convaincre de la prégnance de ce paradigme, de rappeler quand même le succès public de Quattrocento, le livre de Stephen Greenblatt. C'est quand même pas n'importe qui, Stephen Greenblatt, éminent professeur de littérature anglaise, qui a fait du motif de l'enquête le cœur de son récit, dans ce livre qui a eu un succès mondial, ce qui montre qu'il est difficile quand même de se défaire de ce paradigme du précurseur. Quel est le pitch? Le Poge cherche en 1417 à retrouver un manuscrit du De Natura Rerum de Lucrèce. L'historien enquête sur cette enquête. Et il y a là effectivement un art narratif qui est tout à fait palpitant. Je cite le début de Greenblatt: le présent ouvrage est le récit de la façon dont le monde a dévié de sa course pour prendre une nouvelle direction. Et comment? Ni par une bataille, ni par une conquête, ni par un concile, ni par un drapeau planté sur une terre du Nouveau Monde, mais, je le cite encore, parce qu'un jour, un petit homme affable, vif et malin, frôlant la quarantaine, a vu un très vieux manuscrit sur l'étagère d'une bibliothèque, a compris la portée de sa découverte et ordonné que ce manuscrit soit recopié. C'est tout, mais c'est suffisant. Alors évidemment, tout est bien sûr outré dans cette intrigue, y compris la conception incroyablement rétrograde de la Renaissance. Mais n'est-ce pas ainsi que l'on a longtemps écrit l'histoire des idées, c'est-à-dire la geste héroïque des précurseurs, et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi on y revient, et quelle est l'énergie de la fable qui, apparemment, de manière si obstinée, nous y ramène. Parce que l'idée d'un monde qui dévie de sa trajectoire parce qu'un livre l'a bousculé est une idée qui élargit au collectif une expérience que nous connaissons individuellement et que nous chérissons en tant que lettrés. L'histoire de nos vies bousculées par la lecture d'un livre. Et en plus, ici, c'est très difficile de s'en dépendre parce qu'il y a une conformité avec l'objet, puisque Lucrèce est évidemment le grand philosophe de la déviance et que sa philosophie permet de comprendre, le clinamen, comment les choses brutalement dévient. Bien évidemment, on pourrait critiquer très sévèrement cette construction intellectuelle qui fait du De Natura Rerum de Lucrèce le bréviaire de l'athéisme déplacé, et donc le clinamen des Lumières radicales. On retrouve en fait notre généalogie. Pierre Vesperini l'a fait dans une thèse que je tiens pour majeure et qui s'intitule « La philosophia et ses pratiques, d'Ennius à Cicéron », qui est paru il y a 2 ans, je crois, à l'École française de Rome. Il y ramène la philosophie antique à une pratique sociale. Lucrèce n'est pas du tout un poète maudit. Il écrit pour un patron, Memmius, dont une lettre de Cicéron nous apprend qu'il a acheté la maison d'Épicure et qu'il a une ambition intellectuelle. Il veut faire briller, ornamenta, la philosophie épicurienne. Donc il s'agit d'une mise en musique romaine de la philosophie grecque épicurienne pour des raisons qui sont des raisons politiques. Et donc Lucrèce écrit pour un patron.
Ce patron a un agenda politique, comme on dirait aujourd'hui. Sa carrière politique va rater, mais enfin, bon, c'est accidentel. Il a joué le bon cheval, pompé, mais au mauvais moment. Or, les travaux d'Aurélien Girard ont montré qu'il existe un épicurisme médiéval latent, tant du point de vue de son érotique que du point de vue de son atomisme, et que les scolastiques ont reçu Épicure. Bien sûr, les rares textes que nous connaissons aujourd'hui de cet auteur n'étaient pas disponibles avant le XVe siècle, mais sa présence d'Épicure comme figure, et en particulier comme figure morale, eh bien, elle est effective, pour ne pas dire efficace, et elle entraîne des changements profonds dans la pensée occidentale. Donc, il est inexact de considérer que d'un coup, parce qu'on retrouve Lucrèce, tout va s'embraser. Il y a un champ actif épicurien depuis le XIIe siècle. Alors, dès lors, comment rendre compte du Quattrocento ? Une des tendances historiographiques perceptibles en histoire intellectuelle consiste à réassurer, j'allais dire malgré tout, la consistance d'une coupure humaniste au Quattrocento. Ce que Riccardo Fubini appelle le retour du paradigme et sur lequel les Annales, en 2013, ont publié un article fort commode de Clémence Revest qui s'appelle « La naissance de l'humanisme comme mouvement au tournant du XVe siècle ». Mouvement, au sens, effectivement, littéraire. On avait été très loin dans le travail de déconstruction de cette culture alternative conquérante qui se constitue en fait de société, dès lors que son rayonnement déborde la production savante pour envahir le champ, je dirais, des imaginaires et des valeurs sociales. C'est ça, l'humanisme. C'est quand, effectivement, ça devient une culture de la distinction des élites florentines, puis ensuite italiennes, puis ensuite européennes. C'est un mouvement, au sens où on l'entend en histoire littéraire, c'est-à-dire un récit construit par ceux-là même qui vont réussir à l'imposer. C'est évidemment une histoire des vainqueurs, et là, on peut quand même dire calmement des humanistes qui n'avaient pas le triomphe modeste. Aussi, pour étudier ce mouvement, eh ben, il faut faire l'étude sociale des conditions matérielles de constitution d'un réseau lettré, par toute une série de procédures qui affirment, je dirais, la cohérence d'une aventure collective, celle de la Renaissance des lettres en Italie, par toute une série de démarcations surjouées. Donc on va surjouer l'opposition à l'université, à la culture courtoise, etc., pour, au fond, produire une certaine qualité de nous. Nous les Italiens, nous les modernes, nous les dominants, nous les Romains. Mais au total, l'enquête démontre de manière assez convaincante qu'il y a take-off, je dirais, dans le premier tiers du XVe siècle. Flavio Biondo, dans son Italia Illustrata, dresse le premier portrait de groupe. Et ce qui apparaît, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, il y a un mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une photo de famille, qu'il y a une série de conquêtes, qu'il y a un langage, le latin cicéronien, qu'il y a des manuscrits retrouvés, qu'il y a l'intrigue, et qu'il y a la langue grecque réactivée, et qu'il y a aussi, sans lequel la photo de famille ne serait pas complète, derrière un grand précurseur, Pétrarque. Par la suite, les historiens vont aller derrière Pétrarque. Ils vont inventer des devanciers plus éloignés, ce qu'on appelle les préhumanistes. Donc le travail de Milanovic sur le préhumanisme padouan autour de ces notaires lettrés, Lovato Lovati. On est là fin 13e, il meurt en 1309, Lovati. Donc premier idéal antiquaire, tout cela, c'est parfaitement, effectivement, le travail généalogique légitime des historiens. Mais Pétrarque, c'est autre chose, puisque Pétrarque, c'est là, pour le coup, le devancier inventé par cette avant-garde, justement, que sont les humanistes. Et donc, il faut distinguer ce travail historiographique du fait historique qui constitue Pétrarque comme précurseur. Ça serait évidemment un autre sujet. Je pense, pour ma part, que ce que l'on appelle Pétrarque, aujourd'hui, est en fait indissociable de l'ombre portée du XVe siècle sur Pétrarque. Et donc, quand on s'étonne que Pétrarque soit déplacé
au XIVe siècle, alors qu'il correspond si bien, au fond, à l'idée qu'on se fait du XVe siècle, on oublie que c'est en réalité le précurseur, le grand précurseur, dont cette mutation du XVe siècle avait besoin. Ce récit qui annonce la consécration future de ce que l'on appelle humanisme, mais comme un événement qui a eu lieu et qui se constitue, c'est pour ça qu'on a besoin d'un précurseur, qui se constitue au moment où il se dit, il a déjà eu lieu. Clémence Revest appelle cela une subtile tectonique du temps transfiguré en histoire présente, et le présent de cette histoire, c'est bien ce que Michel Foucault, commentant le Qu'est-ce que les Lumières de Kant, appelle un mode de relation à l'égard de l'actualité qui, d'une certaine manière, héroïse le présent. Alors, je conclus. Je conclus effectivement sur ce présent, sur l'actuel. On ne connaît aujourd'hui que le prophétisme de malheur, et les lanceurs d'alerte sont des sombres précurseurs dont la sociologie pragmatique, effectivement, nous montre l'importance. Sombre précurseur, l'expression, on le sait, vient de Gilles Deleuze, à la dernière lettre de son abécédaire, Z comme zigzag. Il dit, je ne me souviens plus dans quelle science, en fait c'est la physique, on parle de précurseurs sombres, dans un champ, justement, où il y a des potentiels différents, et le sombre précurseur, eh bien, c'est le moment d'état de réaction entre ces deux potentialités, entre les deux fulgures, l'événement visible, l'éclair, il y avait le précurseur sombre et puis l'éclair, c'est comme ça que le monde naît. Il y a toujours un précurseur sombre que personne ne voit, et puis l'éclair qui illumine. C'est ça le monde, ça devrait être ça la pensée, ça doit être ça la philosophie. C'est le dernier mot de l'abécédaire. Au moment d'achever cette communication, j'ai quand même eu un scrupule. Je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir sur Google Scholar si mon titre n'est pas déjà pris. Alors évidemment, il l'est. Comme toujours, ce sont les actes d'un colloque du service historique de l'armée de l'air, paru en 1992, précurseur et prophète de l'aviation militaire. On retrouve celui que désormais j'appellerais Mach. Je ne dirais plus jamais Mach 1, Mach 2, ça je peux te l'assurer. Précurseur et prophétie de l'aviation militaire. En le feuilletant, je retrouvais, sans surprise, une vieille connaissance, Léonard de Vinci. Précurseur, prophète de la modernité. Je me souviens de discussions à propos d'une exposition de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette avec des ingénieurs qui voulaient faire de Léonard le prophète de ce qui les intéressait alors, c'est-à-dire le biomimétisme ou la robotique bio-inspirée, disons. Alors moi, je résistais, je tentais de les convaincre qu'en réalité, si effectivement Léonard regardait les oiseaux pour espérer construire des machines volantes, c'est parce qu'il était dans une structure analogique, médiévale, qui avait plutôt tendance, en fait, à retarder la révolution scientifique. Et puis que, de toute façon, l'histoire de l'aviation, me semblait-il, nous montrait qu'on commencerait à avoir des idées, des chances un peu sérieuses de construire des avions quand on pensait que les avions ne battraient pas des ailes. Mais là, évidemment, les ingénieurs, ils sont toujours plus malins que nous, ils me sortent de leur manche un petit robot, un drone qui bourdonne comme un moustique et qui, effectivement, bat des ailes. C'est le retour des phalènes, si vous voulez. Donc, ça veut dire que cette question-là, d'une prophétie, alors c'est évidemment absurde, parce qu'on ne peut pas prophétiser à 500 ans, mais c'est tellement... comment résister, au fond, y compris du point de vue de cette énergie enfantine de la fable. J'avais tenté, dans Léonard et Machiavel, de faire se rencontrer deux précurseurs, et cette sortie du prophétisme, au fond, j'avais tenté de l'appeler contemporanéité, parce qu'au fond, Machiavel, c'est la même chose, mais je sais aussi qu'il y a deux manières de ne pas le comprendre. C'est évidemment de l'arracher à son temps et d'en faire un précurseur, mais c'est aussi de l'enfermer dans son temps, puisque, évidemment, une œuvre de l'esprit est en même temps, comme le dit Antoine Compagnon, éternelle et historique. Et au fond, on doit lire Machiavel non pas au présent, mais comme le disait Gramsci, au futur. Et je voudrais terminer tout à fait par un cas que je trouve magnifique, qui est celui de Giuseppe Ferrari, qui est un philosophe italien, commentateur de Vico,
qui s'exile en France en 1839, où il fréquente Michelet, Baudelaire, Saint-Simon, et 10 ans plus tard, en 1849, il fait paraître un étrange et beau livre intitulé Machiavel, juge des révolutions de notre temps, qui se voulait à la fois un essai historique sur la Renaissance italienne, envisagé comme chapitre décisif de l'histoire de l'émancipation humaine, et une interprétation politique de l'âge des révolutions de 89 à 48. Or, cette dernière est placée dans la bouche de Machiavel. C'est lui qui parle. Et je cite Ferrari, « À partir de 89, les principes s'emparent des événements et on dirait que Machiavel dicte les paroles, même des hommes qui paraissent sur la scène de la Révolution. Et dès lors, il dit, laissons la parole à Machiavel, et c'est lui qui commente. C'est Machiavel qui commente ce qui est en train d'arriver. Et il commente quoi? Non pas l'histoire immédiate, mais ce qu'elle recèle d'avenir possible. C'est-à-dire, si l'on veut, ce que vise ultimement l'histoire des idées, c'est-à-dire, encore une fois, l'actualité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce splendide exposé qui va susciter des questions, j'en suis sûr. Mais j'aurais bien aimé en poser une immédiatement, si je puis me permettre, qui est que je pensais beaucoup en vous écoutant à un type de précurseur un peu inverse, qui est un peu une tarte à la crème de l'histoire des idées, qui est la genèse des totalitarismes, et notamment à l'histoire à la Sternel, en fait, qui consiste à croire à l'existence possible d'un concept comme le préfascisme, un fascisme avant des régimes, des institutions, avant des corps constitués. Donc je voulais sonder votre opinion sur ce type de démarche, non pas des précurseurs dans l'histoire de l'émancipation, mais dans l'histoire de la catastrophe. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire les choses beaucoup plus simplement et beaucoup plus généralement que ce que je viens de suggérer, c'est-à-dire que l'histoire des idées a du mal à se déprendre simplement du préfixe « pré ». Voilà. Préfascisme, même préhumanisme, ça nous paraît effectivement plus anecdotique et plus anodin, mais en réalité, ça pose quand même un problème insurmontable. Alors, de fait, sur la question des origines du totalitarisme, l'avantage, là, pour le coup, de cet exemple, et c'est pour cela que vous avez raison de l'évoquer, c'est que au moins, celui-là, il dévoile avec un peu plus d'ingénuité ses intentions idéologiques. Voilà. Et donc, quand François Furet, effectivement, décrit dans Le passé d'une illusion, dont je rappelle quand même que les dernières lignes, c'est « et l'histoire est terminée ». Voilà. Que l'ensemble des catastrophe du XXe siècle trouve son origine dans la Révolution française. Il fait une opération qui est banale, effectivement, d'une certaine manière en histoire des idées, mais qui, évidemment, rapportée à cette histoire-là, révèle, au fond, plus crûment la valeur idéologique, en fait, de son engagement.